Merci, merci tous ceux qui sont encore présents. Effectivement, Pierre-Yves, juste avant de démarrer, un petit mot. J'aurais aimé, vous connaissez mon caractère, vous parler de ce que je vais vous montrer là, en vous regardant les yeux dans les yeux et sans masque, hein, mais voilà, les conditions sanitaires en ont décidé autrement, donc ça va être en numérique, en virtuel, mais je vais essayer d'y mettre tout le cœur que j'ai l'habitude de mettre dans les choses que je prépare. Déjà, cette allocution latine, hein, construire ou oxyre, petit jeu de mots aussi pour dire, bah oui, est-ce que aujourd'hui on peut continuer à construire comme on construit sans oxyre, hein, sans compromettre la vie plus tard. Et ça, c'est quand même une question un peu pesante qui nous harcèle un peu. Et je vais essayer de donner quelques indicateurs pour se rassurer sur ces questions. Déjà, en introduction, je voulais vous dire que, en tout cas, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est beaucoup de géologues aujourd'hui qui considèrent que nous sommes rentrés, nous sommes sortis de l'Holocène, hein, qui est la dernière ère géologique connue, et on est rentré, en fait, dans une ère que certains appellent déjà l'Anthropocène, tellement l'humain est devenu une force dominante sur la nature et il détermine quasiment l'avenir de la planète. Donc, mon intervention est, je dirais, sous-tendu sous cette idée d'anthropocène qui nous rattrape ou sur lequel nous sommes entrés. Alors là, j'ai deux parties en fait où je vais vous proposer 10 indicateurs pour se dire est-ce qu'effectivement, dans cette décennie qui s'est écoulée si vite, 2011-2021, il y aurait des indicateurs de progrès, plutôt en Pays de la Loire, à noter, avec cette idée de la lunette à triple foyer. C'est-à-dire, regardons les choses avec ce qu'on peut faire d'un point de vue personnel, hein, citoyen, ce qu'on peut faire dans son entreprise, c'est bien l'intérêt d'être engagé à Novabit, et puis ce que peut faire l'État ou ce qu'on peut faire si on prend des responsabilités au sein des collectivités. Donc, dans cette idée-là, à chaque fois que je vais vous montrer un des indicateurs, on peut se poser ces trois questions, regarder les choses avec ces trois foyers, en se disant je peux être un citoyen, je peux être aussi une entreprise, je peux être aussi un électeur ou un engagé politique. Tout le monde me reçoit toujours, Pierre-Yves, c'est bon? J'ai pas de retour, donc c'est bizarre. J'ai l'impression de parler dans le vide. On t'entend, Oui. Laurent. Très bien. Fais-moi un petit coucou tous les 5 minutes, comme ça, je sais que je n'ai pas décroché parce que je n'ai pas de retour d'image ni rien, quoi. Très bien. Donc voilà, donc, parfait, merci. Dans cette lecture à triple foyer, vous savez tous, ça, dans la trajectoire de diminution carbone, hein, 11 tonnes à peu près moyen français aujourd'hui, avec un 2 tonnes qui doit être obtenu en 2050, qui est un challenge extraordinaire. Il y a en fait un quart de l'effort qui est dans nos mains en tant que citoyens, et il y a bien trois quarts de l'effort qui sont dans les mains du système. Et le système, on en fait partie. C'est bien cette lunette à triple foyer. On est dans cette transformation systémique dont on a besoin. Nous sommes aussi des entrepreneurs, des entreprises, et on peut jouer sur la transformation du système. Et nous sommes aussi possiblement des votants sur des politiques à engager. Alors, dans les 10 indicateurs, le premier, j'ai souhaité regarder quand même les consommations énergétiques en Pays de la Loire. Laurent Géraud parlait tout à l'heure des efforts de la région et ils ont mis en place l'Observatoire ligérien de la transition. Et quand on regarde les évolutions des consommations d'énergie, aujourd'hui, on voit que c'est quand même assez stable et que même en 2018, hein, j'ai eu le chiffre en appelant le Théo avant-hier, on est sur une consommation d'énergie identique, alors que le schéma régional de climat air énergie nous indiquait une volonté de baisser sérieusement dès 2020. Donc, on est un peu en dehors de cette trajectoire. Et donc, la consommation, c'est 91 gigawatts. Là, vous avez à gauche les différents secteurs concernés, les différents types d'énergie, et à droite, les différents secteurs. Et donc, le résidentiel, aujourd'hui, est à 30%. L'indicateur 2018 le placerait à 26%, donc ça serait plutôt intéressant. Mais on a une augmentation du routier sur lequel on participe aussi, et de l'industrie aussi, également un petit peu, et du tertiaire. Donc, en fait, on a une consommation annoncée pour 2018 qui est la même. C'était le graphique juste avant. Élément quand même rassurant sur ce premier indicateur, le mix énergétique évolue de façon favorable en Pays de la Loire. Le bois énergie et les PAC prennent une place importante. Et là, j'ai fait un focus sur l'ENR. On voit tous fleurir des éoliennes. On a multiplié par 2,6 en 10 ans la production ENR.
des éoliennes. On a multiplié par 3,1 la production solaire photovoltaïque en Pays de la Loire. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une trajectoire un peu moins carbonée sur les gaz à effet de serre. C'est le deuxième indicateur. Le contenu carbone de notre énergie, effectivement, diminue. Alors, il y a l'effet du mix énergétique que j'évoquais juste à l'instant, et il y a aussi la tranche de fuel de Cordemais, les tranches de fuel de Cordemais centrale, vous connaissez, qui a stoppé définitivement, même s'il y a encore les 2 tranches charbon qui fonctionnent. Et là, d'ailleurs, Cordemais fait de la résistance, hein, puisque vous savez qu'il y a un programme de mix biocarburant sur Cordemais, mais qui reste quand même encore assez émissif. Bon, il y a des emplois derrière, mais à un moment donné, il faut peut-être faire des choix. On va dire, donc on diminue le contenu carbone doucettement. Et donc, ça se retrouve bien sûr sur les tonnes de gaz à effet de serre qu'on émet en Pays de la Loire. 30 000 kilotonnes, hein, 30 000 kilotonnes, c'est beaucoup. 2018 est annoncé avec à peu près la même valeur, puisque l'énergie est à peu près la même. On a à peu près la même chose en gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas de baisse annonce comme prévu. Et on devait faire 27 600 en 2020. Ben, on a 10% à baisser d'ici 2 ans. Enfin, si on regarde 2018. Et donc, je ne sais pas si on les a fait. Les valeurs mettent un peu de temps à remonter. Là, on n'a que les valeurs de 2018 qui sont lisibles. Voilà, donc quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre sur ce deuxième indicateur, on voit que 2018 est comme 2016, c'est ce que je disais à l'instant, et il y a quand même un saut pour aller à 2020. Est-ce qu'il a été obtenu? Question se pose. Troisième indicateur, l'artificialisation des sols en Pays de la Loire. Là, effectivement, je dirais, notre région a l'avantage d'attirer beaucoup de gens. Migration, vous le savez, je dirais silver migration, hein, des personnes désirant vivre dans l'ouest de la France, mais et puis une natalité qui est assez vigoureuse. On a quand même, de fait, du coup, un étalement qui s'opère, hein, une artificialisation. Mais il ne faut pas mettre ça uniquement dans l'augmentation de la population. Il y a aussi un effet, il faut quand même en être conscient, de résidences secondaires, hein, qui sont faiblement occupées, et de disparité aussi avec un attrait touristique, comme je le disais à l'instant. Mais c'est quand même 100 terrains de foot en France par jour. Si on regarde en Pays de la Loire, hein, voilà les zones les plus tendues où on a des évolutions des espaces agricoles et forestiers et naturels qui diminuent, hein, fortement. Hein, c'est les teintes très foncées. Et on a aussi cette place, sa 4e place des régions en termes d'artificialisation, qui n'est pas très glorieuse, hein, puisque on n'est que 6% du territoire français et on consomme 11% de l'artificialisation. Donc là, s'il y a vraiment quelque chose à retenir sur ce troisième indicateur, c'est cet effort qu'il faut faire sur la limitation de cet étalement qui va avoir des conséquences anthropocènes extrêmement néfastes. Pays de la Loire, 4e. Donc, si on regarde un peu plus, maintenant, est-ce qu'on est concerné? Bah oui, on l'est, malheureusement, on l'est. Il y a les transports infrastructures de transport qu'on utilise à titre individuel et quand on fait venir des colis chez soi, mais dans l'artificialisation, il y a l'habitat pour 41,9%. Hein, c'est 7 terrains de foot artificialisés chaque jour en Pays de la Loire. Troisième indicateur. Voilà. 4e indicateur, je voulais souligner, de cette décennie qui s'écoule, c'est notre prélèvement de matériaux non renouvelables, hein, au milieu naturel, qui artificialise aussi. Alors, on a la chance d'avoir une géologie riche, donc on a beaucoup de choses qu'on peut prélever. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut être attentif à ce que ça peut provoquer. Et puis, il y a un vrai sujet sur les sables marins, que je voulais faire un petit focus sur ce 4e indicateur, puisque on a une consommation de sable qui est équivalent, qui est la première substance minérale consommée en France, hein, juste après l'eau. Et en fait, on a aujourd'hui une difficulté à prélever les sables, je dirais, terrestres, hein, puisqu'il y en a de moins en moins. Le sable du désert ne convient pas pour le béton, notamment. Et donc, en fait, il y a un report de plus en plus, si on regarde les scénarios devant nous, vers des sables marins, qui sont un vrai souci des associations qui commencent à s'occuper de ça, parce que ça peut amplifier, bien sûr, l'érosion. Laura, je suis toujours en ligne? Ah, je n'entends pas Laura, mais je pense que je le suis. Donc voilà, sur les sables marins, qui est un vrai sujet, 4e indicateur.
Merci Laura. Le cinquième indicateur que je voulais mettre en avant, c'est l'expérimentation E+C- en Pays de la Loire. Là, c'est quand même très encourageant parce que vous savez que Novabuild est adhérent du club des prescripteurs bas carbone. Et quand on regarde, je dirais, en France, hein, les 822 bâtiments qui ont été incubateurs de la nouvelle réglementation, hein, le précurseur de la RE 2020, le E+C-, en Pays de la Loire, il y en a 66, hein, donc c'est quand même intéressant. On a 6% du territoire, on fait 8% des projets testés, donc on est dans le peloton, on va dire, avec, vous voyez, la typologie des bâtiments à droite, bâtiments collectifs et individuels, et une accélération sur 2018-2019 normale, hein, puisque c'est le moment où arrive la réglementation. Et puis alors, si on regarde un peu ce que nous dit l'IFPEB, hein, et Carbone 4, c'est très intéressant sur le E+C-. On voit à gauche que sur cet indicateur 5, l'empreinte des contributeurs, eh bien, effectivement, c'est ce qu'on appelle les PCE, hein, les produits de construction et équipement. Si on regarde dans les bureaux, par exemple, c'est 1142 kilos de CO2 par mètre carré sur 50 ans. Et ce sont plutôt les énergies qui sont à 205, qui sont plus faibles. Et vous voyez que sur le logement individuel, la maison individuelle, effectivement, l'énergie est plus importante parce que, effectivement, on y est plus souvent, sûrement, on consomme plus d'énergie dans la maison. Je vous invite à regarder à droite parce que là, je veux aussi dédouaner beaucoup de gens qui sont dans le gros œuvre et qui sont parfois pointés du doigt. Quand on regarde le cocktail carbone du bureau, par exemple, eh bien, vous avez moins de carbone dans le contenu carbone dans les 66 projets étudiés, dans les matériaux, en fait, hein, 325 kilos, que dans l'eau technique, dans les fluides, 373. Et ça, c'est nos importations aussi, parce qu'on fait tout venir du Japon ou de Chine. Et donc, voilà, ça, c'est aussi pour dire, des fois, les mouches, elles ne sont pas au-dessus des bons ânes, entre guillemets. Voilà, donc les 66 bâtiments Pays de la Loire, moyenne à peu près du C2. On arrive à pas tout à fait à faire du C2 sur du collectif, hein. On est à 1200 alors que le C2 vise du 1000 quelques dixièmes. Voilà, sur cet indicateur, on va dire un Pays de la Loire impliqué et des opérations très significatives en cours. Vous les avez ici un peu mieux décrites, avec un médian qui est E2 C1 sur le bâtiment collectif et un médian qui est plutôt E2 C1 également sur le logement individuel. Cinquième indicateur aussi, Oloma nous fait part de ça, hein, l'Observatoire du logement de la métropole atlantique, qui nous dit en 2016, en énergie, on était RT 2012, E0, hein, RT 2012, et puis ça s'accélère, les projets, 75 programmes qui sont regardés en Pays de la Loire dans ces 4 années, et on voit 70% qui deviennent supérieurs à E0, donc mieux que la RT 2012 dès 2019 sur les 75 programmes qu'ils ont étudiés. Bon, sur 200 logements, hein, sur les 2000 qualifiés. Mais bon, c'est une accélération, on va dire, des bâtiments à énergie performante. Carbone, également, on a cette accélération en 2019, et puis on voit qu'avant, on était carbone zéro, donc on ne s'occupe pas du carbone. Bon, il y a quand même sur ces 68 programmes, encore que 24% seulement qui sont dans une démarche bas carbone. C'était du déclaratif, hein. Sixième indicateur que je voulais évoquer, c'est l'investissement en faveur du climat. Donc là, c'est français, hein. L'investissement à gauche, le tertiaire et le résidentiel, on voit que ça monte. L'État commence à affecter des fonds sur notamment la rénovation énergétique, vous le savez. Et sur le résidentiel, on voit en nombre de rénovations, hein, c'est du nombre de rénovations, on a une montée régulière en 2019. Alors, vous me direz, il n'y a pas beaucoup, c'est 100 000, un peu plus de 100 000, mais c'est des rénovations intégrant un label environnemental qui sont comptées là dans cette plateforme ministérielle de la SNBC. Sixième, toujours indicateur, qu'est-ce que ça donne en fait sur le secteur bâtiment, hein. Donc là, attention, c'est bien les scopes 1 et 2, les émissions d'énergie uniquement, puisqu'on considère qu'on est un bâtiment et qu'est-ce qu'il émet comme énergie. Alors, il émet rien en scope 3 parce que les émissions indirectes non énergétiques des bâtiments, il y en a peu, puisque là, on regarde le bâtiment. Et ça, dans les scopes, ça dépend d'où on se place. Et on voit que si vous avez regardé la trajectoire carbone SNBC qui est bleutée,
quand on rajoute le scope 2, les énergies indirectes donc consommées dans les bâtiments, en plus de celles qui sont émises au moment de leur construction, on est sur un décalage par rapport à la SNBC. Là, on va se faire plaisir. 7e indicateur. En Pays de la Loire, l'énergie Sprong, la rénovation thermique des logements. Chapeau à tous nos adhérents et puis aux autres entreprises. En septembre 2020, 7 catégories. On a 4 lauréats que vous avez à l'écran, médaille d'or, des groupements que je ne cite pas, vous les avez sous les yeux, et 3 vice-lauréats. Donc ça, c'est quand même une très, très belle performance. On est la région de France qui a le plus pris cette question en main, on peut le dire, puisque les 14 bailleurs HLM engagés sont les premiers à lancer le marché de rénovation massifié Énergie Sprong en France. 2000 logements, 4 lots de 500 logements environ. Vous avez à droite le club Énergie Sprong des Pays de la Loire, où on a beaucoup d'adhérents qui ont participé, et puis les séances de travail qui ont fait que la filière était prête. Laurent Giraud le disait tout à l'heure. Au-delà des prix que je vous montre à l'instant, la filière est présente, les groupements sont présents pour répondre aux premiers appels d'offres qui sont partis il y a 2 mois. 8e indicateur, il en reste plus que 2 derrière, et puis je vais vous passer après les indicateurs de progrès. On est sur l'enseignement supérieur des Pays de la Loire, et là j'ai voulu vraiment faire le focus, comme le propose The Shift Project, sur est-ce que les écoles d'ingénieurs, les écoles des universités, de commerce aussi, ont des formations qui abordent la question enjeux climatiques, énergie-climat. Eh bien, quand on regarde en détail, c'est un peu triste, c'est un peu attristant. Pourquoi ? Parce que il y a seulement 11% des formations, si on prend le total France ici, qui sont vraiment des formations énergie-climat, parce qu'en fait, on a des formations qui sont plutôt qui abordent l'environnement, mais qui, pour 35%, c'est le diagramme que vous avez à droite, des formations qui abordent l'environnement au sens large. Et là, c'est un peu le campus vert, c'est comment pas consommer sur le campus, le développement durable du campus. Mais vraiment, la formation énergie-climat, résilience, au sens que l'entendrait Jean Covici, par exemple, c'est que 24% des écoles qui ont ça, et le total français, c'est dans les cours obligatoires, c'est 11%. Donc, il y a du facultatif en plus dans les 24. Donc ça, c'est quand même fondamental d'insister là-dessus, parce que c'est bien sûr l'État qui, en secondaire, en primaire, fait une première initiation à l'environnement dans ces jeunes classes, mais c'est dans sa vie étudiante qu'on va faire des choix pour l'avenir, qu'on va pluguer ou pas la compréhension de cette complexité qui est le global, et si on ne l'a pas, on va faire des choix professionnels qui vont être complexes. 7% des universités ici qui font ces formations. Alors, intéressant par contre en Pays de la Loire, développement durable et responsabilité sociétale. Il y a un nouveau label, merci à Guillaume Grandpex qui me l'a révélé avant-hier, et on voit que derrière il y avait les étudiants pour un réveil écologique, mais les 2 ministères concernés, les grandes écoles, la conférence des présidents d'université, et on a 6 belles établissements, 6 beaux établissements labellisés en Pays de la Loire, sur une trentaine aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant. Arrêt métier, c'est en cours. Je les ai mis parce que la démarche est lancée. 36 établissements labellisés, 5, bientôt 6 en Pays de la Loire. Donc, c'est quand même aussi intéressant de remarquer ça. 9e, on était sur les étudiants qui forment les citoyens. Là, on est sur la lunette à triple foyer. On est sur les décideurs, le politique. Ce qui est satisfaisant, c'est de voir que les Pays de la Loire créent leur GIEC des Pays de la Loire. Je ne pensais pas ça possible il y a 3 ans. Acclimatera en Aquitaine, en Grande Aquitaine, c'est créé en 2016. Bon, on a 5 ans de retard, ou un peu moins, 4 ans, mais bon, on le fait. Donc, c'est quand même intéressant. On a intérêt à le faire, d'ailleurs, parce que regardez en bas la carte, on est quand même sur un territoire sensible. Donc, c'est 20 chercheurs de l'Université de Nantes et de tout profil, littoral, géologie, météo, forêt, ressources forestières, finances, urbanisme, qui se réunissent maintenant pour orienter et aider à adapter les politiques publiques. Et enfin, dernière lunette, la lunette des entreprises. Effectivement, citoyens, État, entreprises. CEE, la lunette à triple foyer que je présentais au début. Eh bien, effectivement, là, il y a du boulot parce que, les entreprises, se forment progressivement. Intéressant au Pays de la Loire, la fresque du climat, dans sa version, bâtiment,
travaux publics, Fraises de la construction, est très active. On a des adhérents comme Renaud Bonnel, que je salue ici, qui sont en train de former un à un les gens qu'ils souhaitent. Podelia, là, vous avez les photos, ils ont fait leur Fraises de la construction. Et ce qui est très intéressant, c'est les gens commencent à comprendre que dans leur bilan de GES, bien sûr qu'il y a comme disait tout à l'heure Romain, les émissions directes de l'entreprise, le scope 1, organisationnel, ce qu'elle émet dans ses murs, le scope 2, ce qu'elle émet en consommant de l'énergie qui lui est amenée par le réseau. Mais ce qui est fondamental, c'est le scope 3. Le scope 3, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu carbone dans nos projets. Et je vais en reparler juste après dans les indicateurs de projet. Moi, je les ai séparés en 3. Dans le scope 3, ce qui est lié au transport, ce qui est lié à la matière première, ce qui est lié à l'exploitation, donc des bâtiments pour nous, et ce qui est lié au recyclage. Et je trouve que l'ADEME, en mettant le scope 3, un tutti frutti, n'aide pas les gens masqués, comme on voit Paul Elia ici, à s'en sortir. Heureusement, il y a des gens qui leur expliquent comment ça peut marcher. Voilà, je suis plus de la moitié parce que ça va être plus court sur les objectifs à suivre de progrès. Laura, tu es toujours avec nous? Je suis toujours en ligne? Je pense que oui. Je suis toujours là et tu es toujours là aussi. Très bien, merci. Donc voilà, donc maintenant 10 indicateurs que j'aimerais laisser voilà, sur la table auxquels j'aimerais participer, 2021-2031, la décennie décisive, les actions favorables à l'indice de développement humain. Je trouve cette notion extrêmement intéressante développée par l'ONU, à savoir que suivre une trajectoire carbone, c'est insuffisant aujourd'hui. En fait, et il faut peut-être regarder, je dirais, des nouveaux indicateurs, des nouveaux paramètres. Et je vais commencer par celui de prioriser la nature, parce qu'on ne l'a pas. Dans E+C-, on n'a pas cette idée de prioriser sur la nature, parce que sans la nature, ça peut nous rattraper plus vite d'ailleurs que le réchauffement climatique. Donc, et puis il y aura cette idée de renforcer l'équité. Je vais m'expliquer juste après. Donc, ce que dit l'ONU, cet indice, il est extrêmement intéressant. Il est fait par pays et c'est à la fois la qualité de santé dans le pays, la qualité d'accès à l'emploi, la connaissance, mais c'est aussi la façon dont on appuie sur la tête de la planète, au sens des émissions carbone et des prélèvements de matière. Et là, ça rejoint nos professions. C'est extrêmement intéressant de regarder des choses comme ça. C'est un indicateur un peu complexe, mais bon, on peut imaginer établir ce genre d'index pour voir à quel point on rend les choses durables ou pas. Et le développement humain, comme je le mets en bas, n'est pas rendu possible par la réduction des pressions exercées sur la planète. Il en est la clé de voûte. Ça, faut vraiment qu'on arrive à l'intégrer. Et puis, j'ai mis cette notion d'équité dedans, l'équité sociale entre individus, parce qu'il y a quand même des choses très choquantes quand on voit les émissions carbone aujourd'hui dans le monde. On se rend compte qu'on a 1% des plus riches par leur consommation, mais aussi leurs investissements. C'est comme ça qu'il faut compter. C'est pas que ce que consomme, je dirais, le président de Amazon qui compte, c'est ce qui fait consommer dans ce qu'il a mis en place dans son entreprise. Et donc, lui, il a un sacré bilan carbone, l'ami Bezos. Et en fait, on a 146 gigatonnes de carbone qui sont émis par 1% des gens dans leur consommation et leurs décisions d'investissement, comparé à 3,9 milliards de la population qui est à 1, gigatonne. Vous voyez, donc il y a des choses, je dirais, on pourrait l'appliquer en France. On ne peut pas demander les mêmes efforts aux mêmes gens sur cette idée de préservation de la biodiversité et de l'émission carbone. Ça, il va falloir qu'on mette les choses en place là-dessus, et cet indicateur est extrêmement intéressant pour ça. Et cet indicateur, il peut permettre innovation durable, nature protégée et équité sociale, de briser un cercle vicieux qu'on voit là, qui nous amène vers des déséquilibres sociaux et planétaires. Et là, si on amène ça, l'équité, on peut imaginer avoir une utilisation responsable des ressources pour protéger la nature. On peut avoir une innovation qui soutient la nouvelle économie verte, bien sûr. C'est ce qu'on prône à Novabuild. Et puis, une équité, je dirais, qui réduit les risques entre les populations. Parce que, je dirais, l'inéquité, à un moment donné, a ses limites. Voilà. Donc, les 10 objectifs, et j'en aurai fini avec cette présentation où je parle à un écran, et j'espère que je parle à plus qu'un écran. Premier indicateur, donc, c'est vraiment de mettre en place cet indicateur de développement humain prôné par l'ONU et qui intègre les pressions qu'on met sur l'environnement, d'une part, et qu'on compte en regardant les émissions de gaz à effet de serre par habitant et l'empreinte matière par habitant. Ça, c'est extrêmement intéressant de regarder comme ça, au-delà de la vie longue en bonne santé.
la connaissance, l'emploi et le niveau de vie descend. Ça, c'est les 3 premiers, 1, 2, 3 que vous avez à gauche. Et on rajoute, avec le P, pression, 4 et 5. Et alors, quand on regarde cet indice, qu'est-ce qui se passe? On voit que, bon, c'est des indices en virgule 0,25, mais avec l'évolution simulée de la Covid-19, on vit pas forcément en bonne santé en ce moment, et physiquement et psychologiquement, et cet indice, il chute. Donc là, bon, il traduit ça, mais il peut traduire plein de choses. Et quand on regarde en France, et qu'on regarde bien ces émissions carbone par habitant et par empreinte matière par habitant, on voit que la France, on est 26e. Donc, on peut se dire, c'est bizarre, il y a des pays devant nous, comment il fait l'Australie est 8e, on est étonné de les voir 8e, mais c'est parce qu'ils ont un très grand territoire, ils prélèvent moins de matière par habitant, sûrement. Donc, c'est sûr que c'est question de la territorialité, la superficie, mais la France, on est 26e sur cet indice corrigé IDPH, IDHP, pardon, et qu'il faut, je souhaite qu'on intègre de plus en plus dans nos raisonnements globaux. Deuxième indicateur, ajouter un B à la biodiversité. Un B comme biodiversité à E+, C-, ce que j'appelle la prise de bec, dans mon dernier édito. Et la loi Allure nous y invite. Vous le savez que le coefficient de biotope aujourd'hui, qui prend les surfaces plus ou moins avec un coefficient si elles sont vraiment en pleine terre ou pas, eh bien, c'est extrêmement intéressant pour travailler les projets. Et si on prend bien le bec, E+, C-, et un B comme biodiversité, on ajoute ce CBS qui nous vient de l'Allemagne, qui fait ça depuis des années, et on peut réfléchir autrement pour essayer d'atténuer cette extinction des espèces, 6e extinction de l'Anthropocène, qui est extrêmement affolante, je le disais en introduction, et qui est peut-être plus dangereuse encore pour nos vies et celles de nos enfants que les émissions carbone en elles-mêmes. Et donc, moi, je voudrais vraiment qu'on remette la nature, la biodiversité en tête de gondole de toutes nos préoccupations. Et voilà. Et Pierre-Mille-les-Îles, je pense, est un bon exemple de ça. Et je remercie Mathias tout à l'heure d'avoir parlé de ça. Ajouter un B, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire aussi qu'en Pays de la Loire, ça c'est un indicateur Pays de la Loire que j'ai ressorti, on arrête de diminuer la seule chose qui est un puits carbone d'absorption. Parce que vous savez que sur nos territoires, il n'y a que l'accroissement forestier qui permet d'absorber du carbone. Les 3 autres, la récolte du bois, le défrichement et l'utilisation des sols, c'est des émissions. Donc, et quand vous regardez entre 2015 et 2016, là, sur mon indicateur 2, vous voyez qu'on diminue aujourd'hui la capacité de captage carbone en Pays de la Loire. C'est directement lié à l'indicateur de tout à l'heure sur l'artificialisation. On enlève de la biomasse, on absorbe moins et on ne replante pas assez vite. Voilà. Donc, troisième indicateur aussi, après cette idée de la biodiversité, c'est vraiment cette idée de l'indicateur recyclage. Regardez, là, c'est assez impressionnant quand même. Les 34,8 millions de tonnes en Pays de la Loire, c'est Pays de la Loire, merci au Cercle de donner ces chiffres, on voit que malheureusement, on arrive à recycler que 0,2 millions de tonnes sur les 34,8 millions de tonnes. Donc, à quand un label recyclage sur les projets 6% des matières extraites sont recyclées en général. Donc là, on maintient des taux d'extraction sur les ressources naturelles qui sont dommageables pour la biodiversité aussi, vous comprenez bien. Moins de 3% de la production de granulats est recyclée en Pays de la Loire, alors qu'il y a du volume. Donc là, il y a un énorme travail et heureusement qu'on a la filière BTP. Petit clin d'œil à Valérie Ferber dans cet indicateur 3 pour nous aider sur ce sujet-là. Quatrième indicateur d'avenir, moi je vous propose qu'on raisonne désormais en rapport effort-gain. C'est-à-dire que on s'inspire de ce que fait la Convention citoyenne, c'est effectivement les typologies d'émissions, se loger, se déplacer. Il manque consommer sur le carré vert qui est vide, se nourrir, produire et travailler. Voilà, ça c'est comme ça que la Convention citoyenne a raisonné. Eh bien, il faut quand on a des solutions qu'on propose, regarder en termes d'efforts financiers, impact économique sur l'emploi, évolution sociétale des modes de vie que ça génère quand on propose une solution. Et pareil, sur les gains, il faut arriver sur ces 5 typologies d'émissions qui couvrent à peu près le spectre entier qui couvre le spectre entier du carbone, de tout individu, de toute entreprise. Il faut se projeter en disant, sur le levier que j'actionne, quel est le rapport en économie carbone sonnante trébuchante, en préservation de la biodiversité et en épanouissement en bonne santé.
Et si on ne fait pas ce rapport effort-gain, en fait, on voit, c'est ce qui arrive à la Convention citoyenne, finalement, les propositions, le politique les abandonne, parce qu'on ne lui a pas donné cette lecture effort-gain. Cinquième mi-indice de progrès, introduire le permis de diriger. Voilà. Pourquoi ? Parce que, oui, 30 heures de formation, ça me paraît être le b.a.-ba aujourd'hui pour pouvoir identifier les bons leviers prioritaires dont je parlais à l'instant et comprendre toute cette je dirais, cet aspect systémique de nos atteintes à l'environnement et pour nous permettre d'agir chez soi, ici et maintenant. Parce que c'est cette compréhension-là qui nous permet d'admettre que c'est en local qu'il faut commencer par travailler parce que ça jouera sur le mondial, mais le mondial, ça nous dépasse. Donc, moi, je voudrais qu'on instaure un permis factice peut-être, mais cette formation voilà, quasiment obligatoire, ou en tout cas valorisante si on l'a faite, pour pouvoir diriger. Et merci là à Romain et merci à Novabuild aussi et à DRO parce que ça, sur ce cinquième indicateur, c'est bien la plateforme ABC, Action Bas Carbone, qui va faciliter cette compréhension, ce parcours. Parce que là, vous voyez, entre 2020 et 2050, il est quand même grand de diminution à 2 tonnes en partant de 11. Et là, je réinsiste à nouveau, on peut agir en tant qu'individu sur son parcours carbone, mais aussi en tant que dirigeant responsable de l'Ouest. Et c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Le 6e indice, c'est ça. C'est est-ce qu'en tant que responsable d'entreprise, on a un levier plus fort que les autres ? Mais bien entendu que oui, parce que sur les scopes 3, parce qu'on fait des bâtiments, que nos bâtiments, il faut extraire de matières premières, ils sont exploités derrière et demain, il faut les démolir. En fait, dans nos choix, dans nos décisions d'entreprise et même de collaborateurs d'entreprise, à chaque fois qu'on travaille sur un projet, on a une empreinte carbone par la surface du projet qu'on regarde, mais on a un facteur de responsabilité dessus. Et puis un avancement de ce projet dans l'année, mais ça, c'est pour pas qu'on le compte 2 fois de suite, 2 années de suite. Mais ce facteur de responsabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on est AMO, eh ben, on a une grande responsabilité sur les choix que vont faire les entreprises. On ne peut pas mettre ça sur le dos des entreprises. Moi, j'en ai assez du scope 3 qui dit c'est les entreprises qui construisent, alors c'est elles qui sont responsables des scope 3 au titre de leur scope 2. Non. Le scope 3, on est tous co-responsables. C'est ça que je veux dire dans ce slide. Il faut introduire ce facteur de responsabilité partagée dans la chaîne d'aménagement de la construction. C'est fondamental. Et on va se rendre compte qu'une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage, nous, on a fait le calcul en interne à l'AIA, nos consommations d'énergie dans nos bureaux, nos déplacements en voiture, notre matériel, nos fournitures, c'est 1% de nos émissions carbone. 98%, c'est les décisions qu'on prend sur nos projets. Ben oui, ça s'explique par le système, l'aspect systémique que j'ai évoqué juste à l'instant. 98%. 7e indicateur de progrès, le bonus-malus en fonction du coefficient de biotope, des niveaux carbone et d'énergie des projets. Vous voyez, on ne peut plus dire une charge foncière, c'est le même prix que vous fassiez votre travail à gauche comme vous le faites à droite. C'est plus possible, ça. Mais j'irais même jusqu'à dire, questionnons le Pinel, le PTZ sur les terres artificialisées NAF. Pourquoi on continue à donner un Pinel alors qu'il y a beaucoup de choses à rénover ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire, mais je dis que peut-être là, il ne faut pas subventionner. Et puis, réduisons les taxes sur les projets où l'emprunt au sol, on fait très attention, où on rénove plus, où on surélève plus, où on reconstruit plus. Ça, c'est fondamental aussi. Et nos taxes aujourd'hui, elles sont non pas bonus-malus, mais elles sont bon an, mal an. Elles sont identiques d'un projet à l'autre. 8e, on est presque fini, passer à l'urbanisme prédictif et à la conception adaptative. Voilà, il faut qu'on ait des indicateurs de projets, ready ou pas, pour 2050. Vous voyez, qu'on nous dise dans les projets qu'on a pris les îlots de chaleur en question dans le projet ou pas. En 2050, j'entends, qu'on a pris en compte la submersion marine, comme en haut à droite. Et je rajouterai, parce que les ruptures de flux nous pendonnaient, est-ce qu'on a pris en compte une certaine autonomie alimentaire, voire en alimentation en eau ? Ça, c'est des questions qui vont se poser plus vite qu'on pense sur les bâtiments, sur les villes, l'aménagement. Ready ou pas, pour les chocs, pour la suite et pour les générations futures. 9e
Et avant-dernier indice, la fonctionnalité à haute valeur environnementale. Ben oui, il faut qu'on passe des mètres carrés bâtis pour faire une chose à des mètres carrés bâtis pour faire plein de choses. Et quand on regarde la sous-utilisation des bâtis et équipements, les bureaux, on le sait tous, 30 à 40%, c'est peut-être moins avec le Covid encore maintenant. C'est même, on le sait que c'est moins. Les bâtiments scolaires, 20%, les cours de récré, 7%. À Paris, ils imaginent les ouvrir peut-être pour faire des îlots de fraîcheur en été. Les places de parking, je ne vous en parle pas. Et là, merci à Bouygues League City, je leur ai piqué ce visuel qui est très intéressant, qui est bien dessiné, bien représenté. Comment on peut intensifier l'usage pour ne pas faire des mètres carrés inutiles? Construire pour plus longtemps, hein, c'est en bas. Construire mieux, avec des mixités chronotopiques, et puis recycler plus. Et voilà. Et là, on va limiter l'artificialisation. Donc, il faut qu'on ait un coefficient, je dirais, d'optimisation des usages dans nos projets, forcément. Et on ne l'a pas, et je le redis, on ne l'a pas dans le plus et moins, c'est insuffisant. Dernier indice, numéro 10, comment on fait pour tout ça? Comment on fait pour que ça ne coûte pas trop cher aux gens? Il faut qu'on ait une convergence rifkinienne, je l'appelle comme ça, où on a le design avec la manufacture, hein, que les architectes, les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs travaillent ensemble avec les usines, les ateliers, les monteurs, les transporteurs, et qu'on arrive à faire du design for kitting aussi, qu'on sache monter rapidement les choses. Tout ça appuyé par du lean et du digital, et on devrait, dans les années à venir, garantir des meilleures qualités environnementales et d'usage en faisant baisser les coûts sur ce qu'on peut industrialiser intelligemment avec l'intelligence humaine. Voilà, il est quelle heure? Je regarde le timing, il est 30, c'était plus long que prévu. Donc, je voulais vous remercier de votre attention et puis vous dire encore merci à tous pour ces 9 années d'avancée, d'échange et de partage. Parce que je le disais à Pierre-Yves l'autre jour, ce que je vous ai exprimé là à l'instant, ça ne vient pas de moi, ça vient de vous. En fait, c'est une synthèse de nous tous que j'ai essayé d'exprimer en 10 thèmes, 10 indicateurs de la décennie écoulée et 10 indicateurs à regarder pour la décennie à venir. Merci à tous.